C'est bon, la diapo est là. Bien, donc rebonjour. Donc on va poursuivre cette exploration des relations entre de l'histoire de l'enseignement et de ses enjeux, avec cette deuxième table ronde qui est consacrée cette fois aux relations entre théorie et projet, et que j'aimerais introduire par quelques considérations qui, je l'espère, permettront d'orienter, de problématiser un peu la discussion qui va suivre. Donc je vais parler quelques minutes, je vous présenterai les invités et puis on engagera d'abord les interventions, puis je l'espère entre nous la discussion. Alors d'abord, je voudrais vous soumettre peut-être quelques notes sur un constat, puisque moi aussi j'enseigne la théorie, le projet en TPCAU, et il me semble que l'enseignement de la théorie en France, tout du moins, est devenu très difficile à cerner dans nos écoles. C'est-à-dire que ces conceptions de cet enseignement semblent être aujourd'hui aussi variées qu'il y a d'écoles, et dans les écoles aussi diverses qu'il y a d'enseignants intéressés au domaine. Donc je voudrais placer donc cette seconde table ronde à l'enseigne de quelques questions que nous sommes beaucoup à nous poser et que j'espère nos invités nous aideront à clarifier. Voilà, je vous mets un peu la pression. Donc d'abord, si on considère la théorie dans sa conception et son exercice pédagogique, eh bien on voit, à regarder les programmes d'enseignement aujourd'hui dans diverses écoles françaises, que cette étiquette recouvre aussi bien une initiation aux fondamentaux disciplinaires dans des cours obligatoires, spécifiques, en licence surtout, dispensés par des praticiens ou des historiens, et que quelque part cette initiation aux fondamentaux serait la part peut-être la plus proche de la définition historique de la théorie, mais aussi qu'on appelle théorie le partage d'énoncés doctrinaux, extraits de l'exercice professionnel, avec leurs références, formulées sous forme de séries de cours, conférences, ou plutôt en master cette fois, ce qu'on appelait autrefois un architecte théorise sa pratique, c'est-à-dire qu'il revient, il ou elle, mais plus souvent il, je dois dire, quand il s'agit de pratique, revient pour les transmettre, hein, on va revenir sur cette question de la transmission, aux principes et aux idées qui fondent plus ou moins implicitement son travail et ses projets d'agence. Et puis, sous le chapeau théorie, on peut aussi mettre des enseignements qui font la part belle, à minima, aux études de cas. Ce serait le côté un peu à minima de la théorisation de la pratique. Voilà, on montre sur des exemples, des travaux, et on essaie d'en extraire les idées, mais en les situant peut-être plus que dans le partage plus général d'énoncés doctrinaux. On pourrait mettre aussi l'analyse architecturale, qui est quelque chose qui a des fortunes diverses dans diverses écoles, mais qui consiste, comme vous le savez, à prendre un corpus de bâtiments célèbres choisis en fonction des affinités de tendance de l'enseignant, et qui font exemple grâce à leur dissection, suivant des critères qui sont eux-mêmes théoriquement orientés. En complément encore, on place à l'enseigne de la théorie des mini-cours qui ont lieu sur un bâtiment ou sur une référence en studio, voire même la distribution de références. Voilà, ton projet, tu devrais regarder tel projet de Cannes qui a réglé le problème de l'entrée, etc., dans la perspective de la recherche qui était la sienne. Enfin, voilà, on connaît tous ces exemples. Et puis, on sait aussi que les programmes pédagogiques tendent à ranger dans la rubrique théorie tous les cours un peu hybrides, un peu inclassables, dès lors qu'ils intègrent un peu de recul critique sur l'histoire, un peu d'études de plan et du commentaire de texte, et qu'ils relèvent donc, pour revenir à ce que Philippe Paneret disait tout à l'heure, de la culture architecturale et du monde des idées. Donc ils sont à la fois latéralisés et absolument fondamentaux, à mon avis. Donc cette multiplicité, est-ce qu'on peut l'interpréter comme un signe de vitalité ou un signe de crise ? Cet état de fait est-il circonstanciel ou structurel ? Et à cet égard, quel rôle joue le fait que soit rattaché en France l'enseignement du projet
et l'enseignement de la théorie sous le champ TPCAU, théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine, à la différence d'autres pays, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, où histoire et théorie sont regroupés en instituts spécifiques, comme par exemple au fameux institut GTA de l'ETH de Zurich, Geschichte, Théorie, Architecture. Voilà, donc cet état de fait recoupe-t-il aussi des spécificités institutionnelles et de division et de regroupement par champ. Donc voilà un peu pour les modes d'enseignement. Et puis ensuite, si on s'intéresse dans un deuxième temps sur les contenus, c'est-à-dire la conception de la théorie en termes de position doctrinale défendue par les enseignants, et bien sur le fond, sur le contenu de ce qu'elles avancent, ces approches dites théoriques sont elles aussi très multiples. J'en veux pour preuve les caractérisations, on pourrait dire, de l'architecture qui reflètent quelques-uns des livres importants qui ont été publiés en français depuis 10 ans, toujours sous l'étiquette théorie. Tous écrits, il faut le noter, par des enseignants en architecture d'après leurs cours et leurs recherches. Alors, depuis 10 ans, alors là, on a quelques exemples comme ça. Jean-Pierre Chupin, enseignant à Montréal, mais qui écrit en français, qui aborde la théorie architecturale sous l'angle de l'analogie. Jacques Lucan, magnifique et énorme travail d'un cours donné à l'EPFL et publié grâce aux éditions de l'EPFL qui aborde, lui, la théorie de l'architecture par la composition. Rémi Butler, en 2015, géométrie, mesure, échelle, qui essaie de réactualiser ces notions fondamentales en rapport avec le cours qu'il a dispensé à Paris-La Seine pendant des années, ou encore, bien sûr, les travaux de Philippe Boudon, dont on va avoir l'occasion de reparler puisqu'il est un de nos 4 invités, qui porte plutôt, je simplifie, sur ces questions de la recherche, de la définition du langage de l'architecture. Donc, à l'aune des préoccupations actuelles, là aussi on a fini là-dessus sur la table ronde précédente, on voit aujourd'hui poindre d'autres orientations de contenu théorique, redéfinition de l'architecture par la question des ambiances, de la question du genre, et aussi, bien sûr, des demandes de plus en plus pressantes des étudiants d'intégrer peut-être aussi des mises en relation plus intimes entre la réflexion qu'on mène dans les écoles et puis les modes de production de l'architecture, le monde réel, qu'il ne s'agit pas seulement d'absorber, mais peut-être aussi de théoriser à l'intérieur des écoles. Ça aussi, je pense qu'on va pouvoir en reparler. Bref, dans le sillage des débats du postmodernisme, devrait-on parler de théorie au pluriel et inscrire ce S dans les programmes d'enseignement? La théorie, ce serait alors l'éventail de ces théories, mais alors on toucherait plutôt au champ de la critique, ou, si l'on considère une période plus étendue, la théorie serait alors l'histoire des théories. Toutes sortes de questions qui sont réellement au cœur de la définition, et pour enseigner ici, je sais qu'on en parle beaucoup, dès qu'on veut monter des nouveaux cours, dès qu'on veut muscler le champ de la théorie, on ne peut pas manquer de se les poser. Alors, à l'inverse, devrait-on toujours parler de théorie au singulier, la théorie de l'architecture? Parce qu'au fond, derrière ces variations thématiques, circonstancielles, eh bien, la définition fondamentale de l'architecture, la définition forgée par la modernité, est peut-être restée assez immuable dans nos écoles. J'en veux pour preuve la manière dont ces fondamentaux de la théorie architecturale sont plus ou moins implicitement reconduits dans la manière d'enseigner le projet, puisque notre sujet, c'est ça, théorie-projet. Par exemple, dans l'apprentissage et l'usage non démenti de représentations géométrales, plan coupe-façade, qui renvoie après tout aux catégories vitruviennes. Là, on pourrait aller débusquer dans l'enseignement du projet tout ce qui, au fond, fait permanence, à l'insu du plein gré de beaucoup de monde dans l'enseignement. C'est un exemple, on pourrait en trouver d'autres, mais est-ce qu'il faut voir dans cette persistance le reflet d'une nécessité de réaffirmer les valeurs mises en cause, voire même rongées par les évolutions imposées à la profession? Pour rester dans la question de la représentation, la généralisation à marche forcée du BIM qui met fondamentalement en cause ces persistances dont on voit bien qu'elles font l'objet d'une sorte de rétraction de la part de beaucoup d'enseignements de projet en rapport avec une théorie un petit peu non dite. Voilà. Donc voilà, quelques questions. Et puis pour conclure cette espèce de tour d'horizon un peu problématisé comme ça, je me dis aussi que réfléchir à l'enseignement de la théorie aujourd'hui,
ce serait forcément être renvoyé au paradoxe même sur lequel l'architecture repose, c'est à savoir une définition disciplinaire voulue plus ou moins intangible dans ses fondements, mais sans cesse mise en jeu, en mouvement, par le projet d'architecture, le projet de conception de nouvelles questions, nouveaux programmes, qui, lui, dépend d'un objet social et de conditions externes en constante évolution. Alors, autonomie ou dépendance, transmission ou adaptation, je pense que c'est autour de ça que pourrait tourner peut-être la discussion que j'espère nous allons pouvoir mettre en place. Alors, pour remettre ces questions en perspective, pour mesurer les évolutions, les persistances, dans la définition de la théorie telle qu'elle s'enseigne, dans ses modes de transmission, mais aussi dans son rôle, dans ses rôles, au regard du projet, en école et en agence, nous avons réuni 4 architectes de 4 générations différentes, un peu comme la table ronde précédente, tous enseignants, formés dans différents contextes temporels et pédagogiques, dans diverses régions du temps et du monde, enfin et de la France plutôt, qui est aussi le monde, aux pratiques et aux positions, elles aussi, assez différentes. Et ils seront là comme autant de témoins, en somme, des mutations qu'a connues l'enseignement, de l'écart ou de la continuité entre ceux reçus, entre ceux qu'ils ont reçus, respectivement, mais aussi entre celui reçu par chacun d'entre eux et celui que chacun d'entre eux dispense. Voilà, un peu l'idée de cette rencontre. Alors, aux 2 extrémités du spectre chronologique, qui couvre presque 4 décennies, on a Philippe Boudon, à notre extrême gauche, enfin à mon extrême droite, diplômé en 68, donc aujourd'hui professeur émérite des écoles d'architecture, après avoir été enseignant à l'ENSA de la Villette, où il a fait la très grande majorité de sa carrière, architecte mais surtout théoricien, puisque ses travaux célèbres sur l'architecturologie en particulier, je résume, pardon Philippe, à la SERP, cherchent à fixer les éléments du langage propre à l'architecture, en dégageant et en problématisant les opérations à l'œuvre dans la conception du projet. Donc on est en plein dans notre question. Et puis plus près de moi et à l'autre extrémité, notre plus jeune Émeline Curien, elle aussi architecte, diplômée de l'ENSA de Nancy en 2007, où elle est aujourd'hui maîtresse de conférences en TPCAU, chercheuse, docteur avec une HDR en cours, auteur de plusieurs ouvrages tournés autour d'une de ses préoccupations fondamentales qui tourne autour de la théorie environnementale. Vous avez peut-être vu ses livres sur Jan Kamidada, sur la pensée constructive en Suisse. Donc voilà, les 2 extrémités chronologiques sont aussi 2 profils à une quarantaine d'années d'écart d'architectes qui ont choisi la recherche, la théorie, la critique, l'écriture, etc. Et puis entre les 2, Armand Nouvet et Mathieu Berthelot, qui sont praticiens, eux, mais qui sont évidemment enseignants également. Je ne sais pas dans quel ordre il faut placer ces 2 rôles. Donc Armand Nouvet, à côté de Philippe Boudon, qui est professeur dans cette école, en TPCAU, et fondateur à Paris de l'agence Armand Nouvet Architecture, qui enseigne en TPCAU, mais qui a fondé il y a quelques années un cours de théorie pour les masters. Donc on aura l'occasion de parler au fond de ces 3 maillons, le cours de théorie, l'enseignement du projet et puis le travail d'agence. Et puis Mathieu Berthelot, qui lui est maître de conférence à l'ENSAP, l'école d'architecture paysage de Lille, dont il est diplômé, et fondateur avec Hélène Hart de l'agence Hart Berthelot, elle aussi CISE à Lille, et qui sont diplômés à 10 ans d'écart, 91, 2001. Donc voilà, on a une sorte de brochette temporelle assez réussie, je trouve. Alors, dans un premier temps, nous pourrions revenir ensemble, sous l'angle de la théorie, aux enseignements que vous avez reçus dans vos écoles, à vos moments respectifs, en procédant chronologiquement, comme ça on aura une sorte de timeline, et puis ensuite on brisera peut-être un peu la chronologie. Ces rencontres sont placées à l'enseigne de l'histoire, qui est censée aussi éclairer par le jeu des causalités, des relations temporelles, qui ne manquent pas d'avoir de l'importance. Donc voilà, on va la respecter dans un premier temps. Alors Philippe Boudon, diplômé en 68, je l'ai dit,
de l'école des Beaux-Arts. Je ne sais pas de quel atelier vous étiez. Et donc, voilà, vous avez connu la place, les modes d'enseignement et la relation projet-théorie dans l'ancien système. Alors, est-ce que vous nous parleriez un petit peu, Philippe Paneret parlait tout à l'heure de la maigreur de l'enseignement théorique. Avez-vous la même expérience et qu'en avez-vous tiré? Oui, j'ai la même expérience. Ça marche? Oui. J'ai la même expérience et donc je serai très bref, surtout qu'en tant que doyen de la table, je ne souhaite pas suivre la pente du discours d'anciens combattants. Alors, c'est vite dit, à l'école des Beaux-Arts, il y avait, paraît-il, un professeur de théorie, j'en ai témoignage parce que c'est lui qui signait les programmes qui étaient donnés pour les esquisses et pour les projets. Il s'appelait Louis Aublet, mais j'ai fait 10 ans de scolarité en ignorant qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas des cours de théorie. Je ne me suis jamais d'ailleurs posé la question. Daniel Lequedic m'a dit que c'est normal parce qu'il n'y avait pas de cours. Donc, théorie zéro et par contre, tout pour le projet, bien entendu, à l'atelier. Donc, théorie zéro et projet 100%. Alors, cette situation a peut-être été motrice pour mon parcours personnel parce que je me suis dit qu'après tout, j'entendais... On avait quand même quelques livres à l'atelier Zavaroni, et donc le Gadet, le Grosmort, le mot théorie existait quelque part, c'était peut-être des références assez anciennes sur les ordres et des choses comme ça, mais enfin, j'ai eu cette question. Et alors, j'ai été très éclairé, et ça a été très déterminant pour moi, de lire dans le livre de Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, un passage que je souhaite citer, qui est celui-ci. Il dit « Lorsqu'un artiste se propose de produire une œuvre si complexe, si vaste et si neuve pour lui, que les moyens de son dessin ne se déterminent pas par une convenance réciproque, il est conduit à se faire une théorie d'apparence générale, c'est moi qui souligne, à puiser dans le langage abstrait une autorité contre soi-même qui lui facilite son entreprise sous couleur de lui imposer des conditions universelles. » Là aussi, je souligne et donc répète, sous couleur de lui imposer des conditions universelles. Il suffit d'avoir quelque peu vécu et causé avec des artistes pour avoir observé ceci et entendu bien des préceptes. Je souligne aussi le mot précepte. Je crois que dans ce condensé-là, on a toute la problématique à laquelle on a affaire et que Françoise Fromenot vient fort bien de décrire. C'est que les théories des artistes sont des points d'appui qui se prétendent universels. Comme quand Mies van der Rohe dit « less is more », on peut supposer que ça l'a beaucoup aidé pour son travail. Malheureusement, ça n'est pas universel, ça ne convient pas à Antonio Gaudí, manifestement. Donc, les propositions théoriques des artistes sont des propositions qui visent à asseoir la pratique, et je crois qu'on a besoin de doctrine dans tout domaine d'action, que ce soit politique, esthétique ou architectural. Et donc, il me semble qu'on clarifie les choses en disant n'appelons pas théorie ce qui est de l'ordre de la doctrine, sans aucunement dévaloriser l'idée même de doctrine, puisque quand on fait quelque chose, il faut se donner quand même quelques préceptes, quelques principes, quelques logiques d'action qui font qu'on essaye de faire les choses le moins mal possible. Donc cette phrase-là de Valéry m'a incité à distinguer théorie et doctrine. Et alors j'ai eu, dans mon cours de théorie à l'école de la Villette, j'introduisais toujours les choses en disant, puisque j'ai fait une thèse sur les discours relatifs à l'architecture, qu'il me semblait qu'on pouvait, dans la multiplicité des discours qui ont trait à l'architecture, distinguer 4 bonnes catégories. Le premier, par leurs objets. Le premier, c'est l'histoire, dont l'objet est le passé, qu'on le veuille ou non, même si certains parlent d'histoire du temps présent, ce qui, moi, m'irrite. Ensuite, la critique. Alors, si on suit Barthes, le critique est quelqu'un qui donne du sens. C'est ce qui se passe quand on lit le journal et qu'on nous explique que
tel bâtiment récent est bon ou pas bon, pour des raisons qui sont... Ensuite, la doctrine, dont l'objet est la pratique, et puis la théorie, dont l'objet est la connaissance. Partout, dans toutes les sciences, dans tous les domaines de connaissance, la théorie consiste à se demander si quelques-unes des propositions qu'on peut énoncer, et le fait d'énoncer me paraît important, la théorie suppose d'être énoncée, si on énonce des propositions, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses pour radicaliser les choses? Le problème de la vérité est quand même derrière le problème de la théorie. Voilà. Alors, il y a deux propositions, je vais m'arrêter tout de suite, mais il y a deux propositions qui m'ont donné à cogiter pour fonder une théorie que j'ai appelée l'architecturologie, comme ça c'est plus clair, on n'entre pas dans les difficultés du mot théorie et de la confusion avec la doctrine. Il y a deux propositions, l'une du philosophe Alain qui dit que tout bateau est copié d'un autre bateau. Alors, il n'a pas tout à fait tort, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas copier une barque pour faire un paquebot. Donc, c'est faux. Et puis, Valéry, qui dans Eupalinos, qu'il a écrit avec des échanges avec Auguste Perret, qui sort cette phrase « Tout change avec la grosseur », où chacun reconnaît la question de l'échelle. « Tout change avec la grosseur », c'est pas vrai non plus, parce que des fois, on peut faire une bouteille un peu plus grande que la précédente, et puis ça marche. Donc, les deux propositions sont fausses, mais elles constituent un système si on considère qu'elles sont les pôles d'une modélisation possible de la conception architecturale, avec l'idée de modèle et de sa reproduction à l'identique d'un côté, et avec l'idée d'échelle de l'autre. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à travailler pour continuer de modéliser, de tenter de modéliser la conception architecturale. Voilà. Donc en fait, cette absence ou cette carence perçue d'enseignement de la théorie dans votre formation aurait, si elle a été motrice, pour reprendre votre mot. J'aurais jamais fait d'épistémologie si je n'avais pas fait l'école des Beaux-Arts. Très bien. C'est parfaitement clair dans ce que vous venez de nous dire. Alors Armand, si on saute quelques années, Armand, toi tu es étudiant dans les années 80, donc à un moment où la recomposition des écoles dont a esquissé la genèse, dont Antoine Perron tout à l'heure a esquissé la genèse à partir de Belleville, et dont Philippe témoigne aussi de la nécessité et de la... André en a parlé aussi, enfin de toute cette nouvelle donne des écoles d'architecture. Donc cette refondation des écoles et ces refondations pédagogiques, elles se sont stabilisées, elles sont peut-être même d'ailleurs, depuis un moment, en voie d'ossification, qui sait, hein, c'est ce que pas mal d'observateurs pensent. Donc toi, tu as eu un parcours un petit peu différent, premier cycle à Saint-Étienne, où tu fais la connaissance de Berger, Patrick Berger, puis ensuite dans cette école dont tu es donc diplômé en 91, et où tu suis les enseignements de Huette Finissant, Lucan. Donc tu te frottes de manière assez forte à des enseignants théoriciens. Comment tu caractériserais cette formation sous l'angle de cette question de la théorie? Alors, oui, il y a cette particularité de mon parcours, effectivement, d'être sans doute arrivé à un moment où les écoles étaient naissantes et avaient cette nécessité de se fonder, où on voit qu'après la scission des Beaux-Arts, il y a un moment de fondation et il y a l'apparition, comme le dit Philippe, de la notion même ou de la nécessité, en tout cas, de redonner des bases, et donc des bases théoriques, et l'entrée en scène presque de la notion même de théorie qui semblait très absente avant. Donc moi, j'arrive dans une génération où je suis exposé effectivement à ces débats, fortement exposé, avec des personnalités fortes dans cette école, comme on l'a entendu tout à l'heure. Mais aussi, je dirais, ce qui m'influence beaucoup, c'est le fait d'avoir des sons de cloche divers. C'est-à-dire que, oui, Patrick Berger d'abord, qui n'était pas de Belleville, puis cet enseignement à Belleville qui avait aussi quelques diversités. Le débat, déjà, la friction et les débats assez vifs entre Gounod et l'atelier, disons, l'autre partie de l'école de Huette. Et comme chacun sait, quand les choses sont binaires, il y a toujours un tiers état.
Et donc, il y avait encore d'autres voix qui s'exprimaient. Et puis ensuite, des études à la Sorbonne en histoire contemporaine, pour le coup. Et donc, tout ça me donne un éclairage qui relativise tout ce que j'entends. Enfin, qui m'appelle à une forme de réflexion qui relativise effectivement ce que j'entends et qui se pose la question des vérités, des doctrines et de la façon dont elles s'énoncent et les non-dits de leurs énonciations. Donc ça m'amène à, je dirais, le maître mot pour moi, ça serait le mot critique, au sens presque d'une théorie critique de l'école de Francfort et presque d'écouter en fait ces théories avec un certain recul critique, justement, et donc de déjouer un peu ce qui pourrait être, quand on trace mon parcours comme ça, un peu comme une généalogie, de m'inscrire presque dans une sorte de lignée que personnellement je refuserais assez, même par principe, l'idée de lignée et de descendance et de ces questions d'école, au profit pour moi, mais j'y reviendrai peut-être après, d'une idée d'émancipation, plutôt qui me semble plus intéressante, et de la fabrication de singularité quelconque, comme dirait l'autre. Voilà, donc c'est ces questions-là qui m'intéressent, et ça m'intéresse d'écouter de façon critique. Et donc cette dimension de théorie critique m'intéresse parce qu'il me semble que ce qui est important, c'est de mettre à jour pour les enseignants, et c'est ce que j'essaierai de traduire dans mes enseignements, d'essayer de comprendre comment les théories s'énoncent, presque leur non-dit, de quoi elles se nourrissent, et qu'est-ce qui les guide. Et donc là-dessus, peut-être que je rejoindrai certaines notions que Philippe a pu développer aussi dans son travail. Lui, il appelle ça la poétique ou la poiesis. Mais effectivement, c'est comment est-ce que les choses s'élaborent, presque l'idée d'aller rechercher un mode opératoire de la théorie. C'est-à-dire, ce qui me semble utile aux étudiants, c'est de comprendre comment une théorie peut s'élaborer, s'énoncer, de quoi est-ce qu'elle se nourrit, qu'est-ce qu'elle vise, quels sont ses présupposés et de quoi est-ce qu'elle débat. Voilà. Et quels outils elle aborde, quelles tactiques elle emploie, etc. etc. Donc c'est plutôt ça que je vais essayer de fouiller à travers mes enseignements, plutôt que l'idée de faire école ou l'idée de m'inscrire dans une lignée. Ce qui suppose une forte contextualisation de l'apparition de ces théories, plutôt que l'émission d'absolus fustiles rivaux. Absolument, c'est l'idée de les situer et ce qui devient nécessaire. En fait, il me semble qu'il y avait un slogan 68 art que moi j'ai pas, époque à laquelle j'ai pas particulièrement participé, mais qui était d'où tu parles. Bien, alors on continue c'est pas un tour de table, notre timeline avec Mathieu Berthelot, donc qui lui étudie dans la décennie suivante, dans la deuxième moitié des années 90. Puisque je l'ai dit et je le redis, il est diplômé de l'ENSA de Lille en 2001, et que là, on va voir alors là, l'époque a changé, on est dans la mondialisation, on est dans aussi une série de débats qui arrivent dans les écoles, dans les revues, qui sont assez nouveaux par rapport aux années 80. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, on en a parlé quand on préparait cette émission, de la diversité des enseignements que tu as reçus, qui, je trouve, donne un éclairage assez intéressant sur l'époque aussi, sur la manière dont qui enseignait où en était le débat. Alors moi, j'arrive en 93-94 à Lille, à un moment un peu important en France, puisque c'est le moment où Heures à Lille était en train de se faire, donc avec un projet urbain qui avait lieu, je dirais, sous les fenêtres de l'école, et avec quelque chose d'assez étonnant avec le recul, qui était que ce projet était un projet totalement tabou à l'époque où on était étudiant. Colas n'avait pas le droit de citer. Moi, je me souviens, quand on était à l'école, Judera et Sabal XL, on ne trouvait pas à la bibliothèque. Delirious New York n'existait pas à la bibliothèque. Je n'ai jamais vu Rem Koolhaas dans cette école. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose d'assez étrange, puisque ce projet était en train de se faire. On était, nous, étudiants, un peu... je dirais actif, proactif, et on regardait beaucoup vers les Pays-Bas. On était très régulièrement en voyage à Rotterdam, à Amsterdam, qui étaient aussi des villes assez fascinantes, qui étaient en train de se construire. Et puis, l'école de Lille se construisait avec, je dirais, deux univers qui étaient un fonds d'enseignants plutôt régionalistes, qui était quand même assez remonté sur le projet d'Heures à Lille, qui avait fait débat à l'époque en France, et plutôt dans les revues. Moi, je me souviens qu'étudiant,
on lisait plutôt l'architecture d'aujourd'hui, AMC, les revues qui relataient un peu les débats au niveau national sur ce projet urbain de Rem Koolhaas. Et l'école, le débat existait pas beaucoup. Et néanmoins, il y avait quand même différents enseignants qui s'intéressaient à ces questions, notamment peut-être que quelqu'un qui a eu une influence peut-être pour moi assez importante, que j'ai eu comme enseignant, avec qui j'ai commencé à enseigner, qui est Philippe Louguet aussi. Tout à l'heure, on parlait de Philippe Boudon, mais c'est vrai que par exemple, Philippe Louguet, qui dirigeait le labo de recherche à l'époque, était peut-être un des enseignants, en tout cas quand on rentrait en première année, première ou deuxième année, qui parlait le plus de théorie sans forcément expliciter que c'était un cours de théorie, mais qui avait cette capacité à faire le lien entre l'atelier de projet et la théorie. C'est vrai qu'on lisait en première année Philippe Boudon, on lisait Paneret, et c'était un peu les fondamentaux. Je ne sais pas si... Oui, non, mais oui, absolument. Mais moi, il y avait une chose qui m'avait beaucoup presque amusée dans ce que tu nous disais lors de la préparation, c'est que tu avais à la fois eu aussi, là tu parles de Philippe Louguet, mais tu as eu à la fois les enseignements de Michel Cagan, oui, puisque à l'époque, c'est les grands débuts de la titularisation des enseignants par concours national et que toutes sortes de jeunes praticiens, enseignants sont envoyés dans des écoles. Donc on a un essaimage d'un certain nombre de doctrines qui étaient un petit peu cantonnées, disons ici, en parlant de Cagan. Donc un enseignement qui est à la fois très théorisant, mais jamais vraiment théorisé par les gens d'Uno. Et puis en même temps, tout ce qui se passe de novateur, d'excitant, d'étrange, de polémique, ça se passe dans la vraie vie. C'est le projet de Ralil et c'est le projet de Tchoumi à Tourcoing pour le Frénois, qui eux viennent d'une tradition d'enseignement, les schools de Londres, où le rapport entre théorie et pratique est totalement renversé en faveur de la théorie. Oui, c'est vrai, c'était assez étrange parce que c'est vrai que j'ai reçu l'enseignement de Michel Cagan, qui était un enseignement à cette époque qui faisait polémique à l'école aussi, qui était donc très basé sur le système Uno que vous avez connu ici, et qui était en tout cas pour nous étudiants lillois un peu étranger à ce qui était en train de se passer à Lille autour de la figure de Koolhaas, aussi autour de la figure de Tchoumi. C'est vrai je me souviens avoir à cette époque-là trouvé les Manhattan Transcripts de Bernard Tchoumi et j'étais assez fasciné par tous ces univers de diagrammes. Et pareil, on ne comprenait pas pourquoi ce projet n'avait pas le droit de citer à l'école. Je me souviens être allé voir aussi le directeur en disant « Mais pourquoi on n'invite pas Bernard Tchoumi à l'école pour faire une conférence ? C'est quand même assez étrange, il construit à Tourcoing et il n'a pas le droit de citer. » Et donc il y avait quand même, c'est vrai, cette dichotomie entre cet enseignement et la dimension, la continuité de l'enseignement de la modernité que Michel Cagan imposait très très fortement, et puis nos envies en tout cas d'étudiants qui étaient très ancrées avec la réalité du monde qui était en train de se transformer sous nos yeux avec Euralil. Oui, on peut se demander si le rapport entre théorie et projet n'est pas celui aussi d'une série de fruits défendus pour les étudiants, et peut-être plus encore aujourd'hui, et là maintenant je passe la parole à Emeline, à l'aune de toutes ces questions environnementales qui agitent fortement la société, qui du coup agitent les écoles, sous un angle parfois quand même très restreint. En tant que diplômée, je l'ai dit là aussi, de l'école de Nancy en 2007, plutôt chercheuse, appuyant des recherches profondes, radicales aussi, sur ces questions-là. Comment est-ce que tu jugerais, à l'aune de l'enseignement que tu as reçu, qui a dû être très différent de celui que tu pratiques, parce que les choses se sont accélérées, c'est encore une fois cette question du rapport entre théorie et projet. Alors je parlerai plutôt du master, parce que j'ai un souvenir de la licence un peu flou, mais en master, la théorie en tant que telle n'était pas vraiment nommée, effectivement. Et on avait un peu 3 directions dans lesquelles, pour moi, elle se passait. Il y avait les ateliers de projet qui étaient plutôt dans une continuité de la tradition de la modernité. Donc on parlait de Louis Kahn, on parlait de Le Corbusier,
On parlait de Miss, on parlait des suiveurs, et puis on en tirait une liste de préceptes, de principes qu'on devait suivre pour faire un bon projet. Puis d'un autre côté, il y avait des cours d'écologie ou de développement durable, comme on disait à l'époque. Mais justement, je leur trouvais un manque de théorisation et d'élargissement qui les rendait peu mobilisables finalement, au-delà de l'application de quelques techniques constructives ou de quelques principes généraux. Et ce qui a été plutôt fondateur, c'est l'enseignement de gens comme Joseph Abraham, qui, lui, cherchait vraiment à nous faire comprendre les dynamiques internes et les cohérences internes des doctrines, et donc avec lequel on étudiait la pensée des architectes, de différents architectes modernes et contemporains, dont on essayait de comprendre là aussi les présupposés formulés, mais aussi ceux qui étaient sous-jacents. Et je pense que c'est ça qui a été pour moi le plus mobilisateur. J'essayais de les mettre en œuvre dans les ateliers de projet, mais finalement, il n'y avait pas vraiment cette rencontre entre théorie et pratique de manière facile. Et ce que j'en ai retenu, c'est d'essayer d'élargir ces approches réflexives. En fait, ce que j'en retiens, c'est qu'il y avait une volonté de former des praticiens réflexifs et des chercheurs qui s'intéressaient à la pratique. Et en fait, c'était ces deux directions qui étaient portées notamment par Joseph Abraham. Et ce qui en est resté pour moi, c'était l'exigence de théorie, mais élargie à la question écologique, ou la question écologique élargie dans ses implications théoriques, pour faire des projets qui dépassent la simple culture matérielle écologique, mais qui refondent notre approche notre relation au monde plus largement, et comment, quand on fait un geste en architecture, il construit des filières locales, des questions climatiques, etc. Donc moi, j'ai vraiment eu j'ai ressenti, comme Philippe Boudon, en fait, des manques, et c'est ce qui a orienté mes recherches après dans le croisement entre écologie et exigence théorique. Et en même temps, nous qui enseignons tous, on sait à quel point les enseignements qu'on a reçus, quand on commence à enseigner, sont extraordinairement prégnants. Enfin, je sais pas, Armand, tu seras peut-être pas d'accord avec cette assertion, puisque toi, tu fais partie de ceux qui demandent une sorte de droit d'inventaire de l'enseignement reçu. Moi, personnellement, et je sais qu'on est nombreux à partager ça, c'est tout un travail que de se constituer à l'issue des choses qui vous ont marqué quand on a commencé l'architecture, de commencer à se donner ses propres références, de les croiser avec peut-être d'autres expériences internationales, d'autres lectures, d'autres disciplines. C'est un travail personnel ensuite que de le restituer, de le reconstruire pour le transmettre, compte tenu qu'on sait qu'on a une responsabilité aussi d'empreinte sur les générations qui vont être soumises exactement aux mêmes contraintes que nous en termes de théorie de l'architecture. Comment, toi, vois-tu cette question du droit d'inventaire? Tu en as dit un mot. Et du coup, préciser peut-être l'écart entre ces enseignements reçus et ceux que tu dispenses, en prenant l'exemple peut-être de ton propre cours de théorie. Je ne sais pas si je suis très claire. Enfin bon. Si, je crois. C'est moi qui vais essayer de l'être maintenant, mais comment est-ce qu'on fabrique cette... Surtout quand il est aussi composite, ce qu'on a vu. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on enseigne? De quoi est nourri notre enseignement? Effectivement, quand on enseigne, ressurgissent, je crois, pour beaucoup d'enseignants, on a dû tous... Enfin, il me semble que ça doit être une expérience assez commune, mais j'en sais rien. Mais je te rejoins là-dessus, sur l'idée qu'effectivement, ça fait revenir énormément de souvenirs d'enseignements reçus et de modes d'enseignement, de façon de prendre la parole, de façon d'expliquer. Donc oui, ils ressurgissent, mais ce que je voulais dire, c'est justement, ça me semble trop étroit comme cadre de penser l'enseignement de l'architecture uniquement à partir de l'enseignement de l'architecture que l'on a soi-même reçu. Et ce que je voulais simplement dire, bien sûr qu'on s'appuie et qu'on se nourrit d'expériences et d'autres, et qu'on reprise comme ça avec des héritages. Ça, je renie pas ce mode de fonctionnement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il déborde, à mon avis, largement les enseignements qu'on a reçus. Assez simplement d'ailleurs, parce que les enseignements qu'on a reçus nous renvoient sur d'autres enseignements, notamment des lectures, des apports qui viennent de l'étranger, mais aussi d'autres disciplines, le cinéma, l'art du montage, etc. Enfin bon, beaucoup de choses peuvent inspirer une façon d'enseigner au-delà, nourrie, disons, de façon plurielle, au-delà de la simple lignée de l'enseignement reçu. C'est juste ça que je voulais indiquer. Et donc cette émancipation, c'est prendre conscience que ce qu'on peut dire à une époque varie
enfin, que ce qu'on peut dire varie en fonction des époques. On ne peut pas dire la même chose dans les années 60 et dans les années 80, que nécessairement les discours s'adaptent, donc les vérités évoluent, changent. Ça, je crois que c'est une réalité qu'il est bon de reconnaître et qui, du coup, fissure un petit peu ou interpelle tout le champ doctrinaire. Elle le réinterroge et elle lui demande des comptes. Elle lui demande de s'expliquer sur comment il s'est forgé, qu'est-ce qu'il présuppose, justement, etc. Donc, par exemple, puisque tu m'interroges sur un des cours que je donne, qui est ce cours de théorie, bien sûr, se nourrit d'exemples. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, il est presque un cours d'histoire des théories, puisqu'il va se reposer sur un ensemble d'exemples pris dans des apports théoriques. Mais au-delà de ça, je pense que moi, j'y apporte une contribution théorique, une propre énonciation, une énonciation théorique personnelle, qui est une hypothèse. L'hypothèse que ces théories ont toujours un temps. La formulation d'une théorie vise toujours un temps, s'adresse toujours à un temps donné, à un horizon temporel particulier, quoi. Donc mon cours est basé là-dessus, par exemple le fait que pour certains, le passé comme horizon temporel est prioritaire ou primordial dans leurs énonciations théoriques. En gros, les questions d'héritage justement ou de filiation, de longue sédimentation culturelle, de justement l'autonomie de la discipline, etc., sont des choses qui sont essentielles à certains énoncés théoriques, tandis que d'autres, par exemple, auront comme horizon temporel davantage le présent avec la nécessité de s'adresser aux interpellations, aux attendus, aux enjeux sociétaux. Par exemple, l'écologie pourrait être un très bon exemple de ça. Et l'écologie, on sait qu'elle a 1000 manières d'être énoncée, de l'écologie radicale à la deep écologie, l'écologie politique, l'écologie du sensible, sont toutes des écologies différentes. Donc, il est bon, il me semble, de savoir que ces écologies, on s'est présupposé que chacun n'entend pas l'écologie de la même manière et de mettre à jour ces énoncés-là. Et ma troisième hypothèse dans ce cours, c'est qu'il y a un autre horizon temporel, c'est assez simple, qui est celui du futur, et que beaucoup d'énoncés théoriques se font des sortes de prospectives, presque de pronostics, on pourrait dire, sur ce qui comptera ou le legs que nos productions constituera. Et du coup, ça, c'est des préoccupations qu'on trouve, par exemple, dans tous les énoncés utopiques, ou qu'on trouve dans beaucoup d'énoncés qui ont justement visé comme ça le futur et qui se sont voulus un peu annonciateurs, ou qui nous disent les générations futures. Même, là encore, le développement durable s'énonce, je crois, dans son premier énoncé, c'est comment satisfaire les besoins des générations futures enfin, comment satisfaire les besoins de nos générations sans sacrifier ceux des générations futures. Donc, on voit bien qu'il y a un lien présent-futur qui est annoncé. Donc voilà, mon cours de théorie, c'est un cours qui essaye de montrer que chaque théorie, lorsqu'elle s'énonce, elle a son présupposé, elle s'intéresse plus particulièrement à une chose qu'à une autre. Bien sûr, c'est une classification, une catégorisation, donc comme chaque catégorisation, elle a ses limites, c'est que parfois, des énoncés théoriques s'intéressent un peu aux trois, ou sont un peu une sorte de dosage, comme ça, entre ces trois horizons que je fixe, mais... Donc tu situerais plutôt ton approche de la théorie vers un enseignement réflexif, analytique, historique et relatif. On pourrait dire ça. Préparé pour une école et qui n'a pas forcément ou qui a des liens avec la pratique professionnelle. Enfin, je veux pas qu'on reste trop... Alors le lien avec la pratique professionnelle, c'était peut-être un troisième sujet, mais je veux bien l'aborder rapidement. Je disais tout à l'heure, par exemple, le mot critique. Moi, j'aime bien faire circuler l'idée de la théorie critique. Donc, je disais tout à l'heure, je faisais référence à l'école de Francfort, mais donc la question de la théorie critique. Mais je parlerai aussi de pratique critique et de critique écrite. Et il me semble que la pratique critique et la critique écrite et la théorie critique forment comme ça une sorte de cercle, comme ça, qui se nourrit, qui s'interpelle chaque fois. Alors, ce que j'appellerais une pratique critique, ce serait une pratique dans laquelle il y aurait au moins trois vigilances, enfin trois caractéristiques. C'est que d'une part, elle se veut capable d'une forme de résistance par rapport à la commande, c'est-à-dire elle la réinterroge, et du coup, pour ça, elle a besoin d'être nourrie, de comprendre les déterminants d'une commande, ses acteurs, etc. Être conscient pour un architecte que c'est pas lui qui décide de tout, que à la fois il y a des donneurs d'ordre, il y a une multiplicité d'acteurs, mais qu'il y a aussi des déterminants culturels. Elle se doit aussi d'être tactique. Donc elle doit identifier que la méthodologie tient une bonne part, qu'il y a des procédés, il y a des outils, il y a des représentations qui sont pas nécessairement le plan coupe-élévation, qui peuvent être des vrais enjeux tactiques. Il y a certains outils
précis, il y a des corpus qu'on peut appeler, donc bref, la constitution d'une méthodologie. Et puis, elle se doit d'être aux aguets, d'avoir une pratique de l'aguet, c'est-à-dire de toujours repérer pour pouvoir les repriser, les motifs émergents, les demandes émergentes ou les héritages sur lesquels on peut s'appuyer. Donc voilà comment moi j'articulerais la question de la nécessité qu'une pratique soit critique et qu'une théorie elle-même soit critique pour ne pas être une sorte de lignée et de filiation, mais trouver une forme d'émancipation et de conscience que quand on énonce quelque chose, on est forcément doctrinaire et qu'il est bon de reconnaître comment et d'expliciter d'où cette doctrine nous vient et pour sur quoi elle se base comme philosophie, comme idée. Il me semble que c'est plus honnête de la présenter comme ça. Et ça me vient probablement de la période dans laquelle j'ai été trempé et baigné, du fait même de ma génération, qui était que ces écoles en fondation avaient un rapport à la théorie qui était assez doctrinaire, justement. Mais dans un premier temps, il me semble que c'était peut-être nécessaire et que ma génération est peut-être ce moment d'inventaire, justement. Elle arrive à un moment où elle se saisit de la pluralité des énoncés qu'elle a entendus et elle se demande lequel est le vrai. Et elle se demande pourquoi est-ce qu'ils ne le seraient pas tous partiellement, et en tout cas pourquoi ils n'expliquent pas d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qui les commande, qu'est-ce qui les anime. Mathieu, est-ce que tu partagerais un certain nombre de ces positions ou est-ce qu'au contraire, enfin voilà, tu peux, à partir de tes propres enseignements qui sont aussi très divers, des enseignements aussi en partenariat avec des théoriciens ou théoriciennes venus de Belgique toutes proches, une pratique d'agence qui est différente, voilà, comment, pour faire écho peut-être, pour rester un petit peu dans ce triple rapport théorie, enseignement du projet, pratique du projet. Après, je donnerai peut-être la parole à Emeline pour parler de cette innovation massive qui est la grande entrée de l'écologie dans toutes ses acceptions. Et puis peut-être, on conclura avec vous, Philippe, pour que vous nous donniez peut-être un regard sur ce qui vient d'être dit et votre compréhension, enfin votre position par rapport, rétrospective par rapport à tout ça. Donc Mathieu, comment, le même exercice qu'Armand peut-être, avec les éventuelles complicités ou au contraire différences. Je suis assez d'accord sur la question d'être assez explicite sur la question de la doctrine et d'assumer cela. Alors moi, c'est vrai que j'ai un enseignement assez diversifié à l'école, dans le sens où je coordonne un semestre d'initiation au projet urbain en licence, sur lequel j'ai un cours directement rattaché à ce semestre, qui est un cours qui évoque plutôt les grandes théories de la ville, entre Tim Ten et puis justement je m'arrête avec Euralil, qui est assez, voilà, qui est entre le cours entre l'histoire et puis je dirais l'histoire des théories sur cette question de la ville. Et puis à côté de ça, j'enseigne en fait depuis un peu plus de 10 ans maintenant sur un atelier de master avec Véronique Patéou, qui est donc plutôt enseignante-chercheuse, du moins qui a notamment beaucoup œuvré autour de Colas et qui est belge, et sur lequel on a un studio qui s'appelle le studio Spolia, et qui, depuis de nombreuses années maintenant, s'attelle à faire travailler les étudiants autour d'une ville liée à une ou deux figures sur lesquelles je prends un exemple, on a travaillé sur Berlin avec Heschdeuck et puis Ungers, on a travaillé sur Stockholm, sur Leverens et puis Asplund, nous avons travaillé sur Milan, sur Ponty et Nervi. Mais en tout cas, c'est une façon à la fois de demander aux étudiants de faire ce travail de relecture d'une œuvre qui parfois est un peu oubliée dans certaines écoles, en tout cas parfois dans certains cours, et puis de s'appuyer sur un travail, une œuvre dessinée, une œuvre construite, et une œuvre qui sont souvent des architectes qui ont eux-mêmes écrit. Et ça, c'est assez intéressant, et dans le binôme, je pense, que nous formons dans ce master, il y a véritablement aussi ce lien entre le séminaire de recherche, le séminaire d'initiation à la recherche, et puis l'atelier de projet. Et c'est vrai que c'est une volonté forte de notre enseignement aujourd'hui à Lille.
Et est-ce que tu constates quelque chose que moi personnellement j'ai constaté, on est plusieurs à avoir fait ce constat, et sans doute même plus, qu'aujourd'hui la relation entre théorie et pratique, notamment quand on va exhumer des architectes géniaux mais mal servis dans l'histoire officielle et de plus en plus sommaire finalement de l'architecture telle qu'elle se dispense, qu'on est constamment obligé de plus en plus, en tout cas dans les cours d'histoire et de théorie, de se justifier, de s'intéresser à ça en disant ça vous servira pour le projet, parce que le projet serait de plus en plus absorbant de la culture dans son caractère instrumental, et que voilà, cette autonomie théorie-projet, elle est mise à mal par les évolutions, alors peut-être du recrutement, de la massification d'enseignement de plus en plus difficile, etc. Est-ce qu'on constate ça aussi à Lille et dans tes enseignements? Oui, mais justement, je trouve que l'intérêt de confronter cela au sein du studio, au sein du projet, ça permet justement de ne pas avoir cette séparation entre le champ théorique ou le champ des cours et puis de la pratique des ateliers, quoi. Et c'est sans doute pour les étudiants aussi une façon plus concrète aussi de faire des liens qui n'existent pas toujours sur certains enseignements. Je pense même à l'enseignement des arts plastiques, qui sont parfois très, très étrangers à la pratique de ce qui peut se passer dans les studios. C'est aussi une chose que l'on mène dans ce studio et qui est assez intéressante en tout cas, et dans les résultats que ça peut produire. Donc la théorie serait mieux servie, en tout cas dans son acception culturelle et doctrinale, en fonction des formats dans lesquels elle se dispense. Oui, je pense. Oui. Oui. Alors, Emeline, je vois que le temps tourne. Alors là, avec toi, on est dans une question, la question écologique, pour le dire vite, ou environnementale, qui, elle, est tellement holiste, est tellement totalisante, est tellement évidemment urgente, mais surtout intellectuellement engage absolument tout ensemble, que cette distinction ou ces subtilités entre théorie et projet, finalement, se dissolvent quelque part à son contact. Alors comment on gère, pour prendre un mot abominable de notre époque, cette chose-là, comment on la rend productive, comment on la met au travail. Tu peux nous en parler un petit peu en prenant encore une fois appui sur ce que tu fais très concrètement? Mais c'est vrai que c'est une situation dans laquelle on se sent en difficulté et en incertitude. En tout cas, moi j'ai le sentiment d'être face à un gouffre d'une certaine manière, parce que les étudiants qu'on forme, on sait qu'il y a beaucoup de probabilités pour qu'ils soient confrontés à des mondes inhabitables, que ce soit climatiquement, socialement, les migrations qui en résultent, etc. Et donc, quand on est face à eux à devoir les enseigner, on ne sait plus trop sur quoi s'appuyer. Donc c'est vrai qu'on jongle avec quelque chose qui est en licence, formons-les aux questions environnementales, mais en continuant à leur apporter la culture architecturale telle qu'elle se transmet depuis des générations, et en étant toujours dans cette position de dénoncer les doctrines et de comprendre les présupposés à l'œuvre et de leur donner la capacité d'être critiques et de s'en saisir avec leurs propres objectifs. Donc c'est plutôt ce qu'on fait en licence. Et pour éviter la séparation un peu trop dure entre théorie et pratique, ou théorie et projet, dans lequel les étudiants ne voient pas, surtout en première année, le lien, ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est que je donne un cours en première année d'introduction à la pensée architecturale, un cours théorique, et je suis dans l'atelier de projet de première année en même temps, ce qui permet aux étudiants de voir le lien immédiat entre ce qu'on apprend dans un cours dit théorique et la manière de le mobiliser dans l'enseignement. Et cet enseignement, on essaye de revenir aux gestes fondamentaux, ceux dont on considère que, quelles que soient les conditions d'exercice de l'architecture, ils résisteront. Et donc, c'est comment relever, entrer en relation avec un territoire, construire, protéger, etc. En master, on a une toute autre approche, c'est que, étant tous perdus, et je le dis collectivement, on s'entoure de prospectivistes, de gens qui réfléchissent aux dimensions politiques de l'anthropocène, aux migrations, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on va intervenir avec les étudiants. Et on est une équipe pluridisciplinaire, donc on est à la fois des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des praticiens et tous enseignants à l'école d'architecture de Nancy. Et on prend des sites avec les étudiants et on essaye de les regarder et de se projeter dans leur avenir possible dans 30, 40, 50 ans. Et donc de voir ce qu'il faut mobiliser
pour faire des projets qui ne soient pas immédiatement obsolètes. Donc on est dans cet exercice collectif de rechercher du sens et des valeurs et de fonder des choses qui pourront être utiles quoi qu'il arrive. C'est un peu le mot d'ordre. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait discuter, mais on va peut-être s'arrêter là. Je voudrais donner, avant de finir, le mot de la fin, comme j'ai donné le mot du début à Philippe Boudon. Donc vous avez enseigné la théorie, bien sûr. Est-ce que vous avez enseigné le projet? Et comment jugeriez-vous rétrospectivement, du haut de votre expérience longue, ces diverses positions qui se sont exprimées sur le rapport entre théorie et projet à la lumière de vos convictions? Je crois qu'on est toujours devant le problème de ce caractère encyclopédique de la situation de la pensée architecturale. Vitruve disait que l'architecte devait savoir dessiner, écrire, connaître un peu de la jurisprudence, la musique, un peu, etc., etc. Et il ne connaissait pas l'informatique, la sémiotique, ni la sociologie, ni la psychosociologie, ni l'économie. Donc l'architecture est vouée à cette multiplicité. Et vis-à-vis de cette multiplicité, l'architecturologie a pris le taureau par les cornes en disant bon, finalement, tous ces architectes, aussi divers qu'ils soient, et on parle de la diversification des métiers, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Par exemple, la définition est purement théorique de l'architecte en architecturologie, c'est quelqu'un qui donne des mesures à l'espace. Alors une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à travailler. Et c'est vrai que c'est une manière de réunir quand même dans une profession commune l'architecte d'une pyramide égyptienne, d'un gratte-ciel new-yorkais et celui qui fait l'architecture intérieure d'une boutique à Saint-Germain-des-Prés. Et est-ce que ça réunit aussi quelqu'un qui pense à l'architecture d'après l'effondrement ? D'après l'effondrement, enfin d'après la fin du pétrole, on va dire. C'est le terme un peu massif pour moi. Je m'intéresse plutôt, effectivement, à savoir comment l'architecte décide de donner des mesures à l'espace. Alors, le rapport entre la théorie et le projet, pour moi, il n'y en a pas. La théorie se développe parallèlement au projet. Mais une fois la théorie ayant produit quelques bribes de connaissances, ces connaissances peuvent être utiles pour le projet. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, au laboratoire MAC à la Villette, Louis Vitalis et François Guéna ont publié dans les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère un article très intéressant qui s'appelle « Architecturologie Action ». Au sens où on parle de recherche-action, ils se sont posé la question, est-ce qu'on peut parler d'une architecturologie action? Alors, ça, c'est au niveau de la recherche, mais au niveau simplement d'un enseignement courant de l'architecture, je pense que l'apport de l'architecturologie est celle, comme vous l'avez dit, d'un langage qu'on construit petit à petit, qui permet de savoir de quoi on parle. Par exemple, en écologie, puisqu'il y a une thèse qui vient d'être soutenue il y a 8 jours au CNAM, en provenance de ce même laboratoire, sur l'écologie, qui se proposait d'analyser comment 3 cas de figure d'architecture prétendument écologique avaient intégré les questions d'écologie dans la conception. Donc l'architecturologie donne un langage qui permet de passer au scanner, c'est un mot grand, bien vérification, grand mot, mais ce qui est fait du point de vue de l'écologie, mais qui pourrait aussi servir pour un tout autre point de vue. Voilà. Donc, encore une fois, un des ressorts pour moi de la théorie au sens scientifique du terme, c'est que si on vise l'utilité, or les architectes ont soif d'utilité, c'est pour ça qu'ils veulent de la doctrine, mais si on vise l'utilité, on ne produit pas de connaissances. Mais une fois que la connaissance est produite, la théorie peut être très pratique. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Ça fait un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup.